Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite du thème 6, la mobilité horizontale des plaques lithosphériques. Nous avons vu lors du chapitre 1 les différentes frontières de plaques et nous avons étudié lors du chapitre 2 un type de frontière de plaques particulier où il y avait une zone de divergence. Celle-ci se situe forcément au niveau des dorsales, lieu de la fusion partielle de la péridotite formant la croûte océanique avec du basalte et du gabbro et plus largement la lithosphère océanique puisque cette dernière est constituée de la croûte océanique et du manteau supérieur lithosphérique jusqu'à une profondeur d'une centaine de kilomètres, 1300 degrés Celsius pour être exact. Nous allons voir dans le chapitre 3 les anomalies magnétiques qui sont la preuve de la mise en place de la croûte océanique au niveau des dorsales. Donc il y aurait des preuves de ce que je vous ai avancé précédemment, c'est-à-dire que les dorsales sont bien le lieu de la formation de la croûte océanique. Sauf que on peut se poser la question, c'est-à-dire comment les anomalies magnétiques, on va d'abord définir ce que c'est bien sûr, apportent des preuves de la mise en place de la lithosphère océanique. Alors pour pouvoir reprendre ces différentes données, on a besoin de savoir, de faire des rappels. Alors vous connaissez le modèle PREM, c'est-à-dire que c'est un modèle où on a la variation de la vitesse des ondes sismiques en fonction de la profondeur, ce qui nous a permis de construire les différentes couches terrestres. C'était lors d'un thème précédent. Ce qu'on peut voir ici, c'est que entre 2900 km de profondeur, la discontinuité de Gutenberg, et 5100 km de profondeur, la discontinuité de Lehmann, les ondes S ne sont pas visibles. Or, qu'est-ce que cela a comme signification? Les ondes S passent uniquement dans les milieux solides, mais pas dans les milieux liquides. Donc le noyau externe est fluide. Il est constitué de fer et de nickel. Et il est constamment en mouvement à cause de cet état et également de la rotation terrestre, donc la Terre qui tourne sur elle-même, mais également la Terre qui tourne autour du Soleil. Ces métaux, fer et nickel, vont créer des courants électriques et c'est ça qui va nous intéresser lorsqu'on va étudier les anomalies magnétiques. Donc, on a des courants électriques qui vont eux-mêmes générer ce qu'on appelle un champ magnétique terrestre. Tel un aimant géant, ce dernier possède deux pôles dits magnétiques, le pôle nord et le pôle sud. Notre planète a donc deux pôles nord, distants de quelques centaines de kilomètres. Le pôle nord géographique, ici représenté en rouge, qui correspond finalement à l'extrémité de l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même. Et également le pôle nord magnétique, ici qui correspond à là où pointe l'aiguille d'une boussole pour indiquer le nord. Donc ici on a un schéma avec le pôle nord magnétique qui finalement correspond au pôle sud de l'aimant terrestre, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Alors ce sont des détails physiques qui moi ne m'intéressent pas particulièrement. Ce que je veux retenir de cette diapo, c'est que le noyau externe est liquide, il contient du fer et du nickel qui vont engendrer un champ magnétique terrestre. Et ce champ magnétique, on va pouvoir l'enregistrer grâce à des roches et on va pouvoir l'étudier. Comme par exemple ici. Donc, je vous propose l'activité 3, les anomalies magnétiques normales et inverses. Alors c'est pareil, on va voir ce que veut dire normal et inverse. Ici, je vous propose un enregistrement des anomalies magnétiques dans le secteur nord-atlantique. C'est-à-dire qu'on est au sud-ouest de l'Islande. C'est-à-dire que le carré rouge ici représente le carré rouge là. Qu'est-ce qu'on peut apercevoir dans ce document ? Alors vous avez vu qu'il y avait des zébrures noires et blanches, qu'elles formaient des bandes, comme quoi on avait des bandes de différentes épaisseurs, on n'avait pas une alternance avec une certaine épaisseur des bandes, et on peut certainement également remarquer un axe de symétrie. Donc cet axe de symétrie correspondrait réellement au niveau de ce relief ici, ce relief que je dessine avec la souris, ça correspond à la dorsale. Alors vraiment à l'axe de la dorsale, mais finalement la dorsale, ça fait à peu près 1000 km de large. Alors que signifie cette alternance de bandes noires et de bandes blanches ?
on peut voir ici dans ce document le profil magnétique perpendiculaire à la dorsale. Donc c'est-à-dire que l'axe de la dorsale est ici. Et par exemple, de ce côté-là, je serai plus près de la France et de l'autre côté, je serai plus proche de l'Amérique du Sud. On voit que on a un magnétisme actuel qui est calculé par les mathématiciens qui correspond à cette ligne pointillée. Si la valeur observée du magnétisme terrestre est au-dessus de celle calculée, dans ces cas-là, on est sur une anomalie positive. C'est le cas actuellement. Ici, vous voyez que c'est dans le domaine anomalie positive. Si jamais cette valeur enregistrée est en dessous du magnétisme actuel calculé, on parle de anomalie négative. Quel est le lien entre ce graphique et l'alternance des bandes noires et des bandes blanches qu'on a vues précédemment? Les bandes noires, ici, correspondent à une anomalie positive, comme c'est le cas actuellement. Les anomalies blanches, ici, les bandes blanches, correspondent à des anomalies négatives. Et donc, on voit une alternance d'anomalies positives et d'anomalies négatives avec un axe de symétrie ici à 0. Donc, c'est ce qu'on vous explique ici. L'échelle des inversions magnétiques a été remplacée sous le profil pour rendre compte de la distribution des anomalies au cours du temps. Alors, ce qui est extrêmement important pour bien comprendre qu'on puisse se servir de telles données, c'est qu'on n'a pas une alternance d'anomalies positives et d'anomalies négatives à une certaine fréquence, ce qui va même permettre de dater ces anomalies négatives et positives. Ce qu'on voit également, c'est que, comme on l'a déjà dit, c'est bien symétrique à l'axe des dorsales. Donc ça voudrait dire que, on peut émettre cette hypothèse en tout cas, ce qui va permettre l'enregistrement du magnétisme terrestre, ça correspond à un élément qui compose le fond océanique et qui permettrait donc l'enregistrement du magnétisme qui se serait inversé au cours des différentes échelles de temps géologiques. J'ai reconstitué ici le fond marin avec des basaltes, donc roches volcaniques microlithiques, et ces basaltes, comme tous les basaltes, ont donc en plus du pyroxène et du plagioclaste, de la magnétite qui va nous permettre finalement à des scientifiques en 1963, Vin et Matthews, de visualiser les anomalies magnétiques positives et les anomalies magnétiques négatives. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, je vais visualiser la traversée de l'Atlantique en partant de Saint-Malo en France pour arriver à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, tout comme la route du Rhum qui est une traversée, une course en solitaire à la voile. Donc ici, Saint-Malo en France, je pars et j'arrive à visualiser grâce à mon équipement une anomalie négative. Donc ça veut dire que j'observe donc moins 2. Donc, je mets un moins. Mon bateau se déplace et se rapproche tout doucement de la Guadeloupe. Et ici, je vois plus 4,0, donc une anomalie positive. Je continue de me déplacer. Et là, je vois moins 3, donc une anomalie négative. Je continue la traversée de mon bateau. Et je vois ici... donc plus 2,8. Je continue un petit peu. Je suis au plein milieu de l'océan Atlantique, plus 2,6. Mon bateau se rapproche de plus en plus de l'Amérique et donc également de la Guadeloupe, moins 2. Mon bateau continue à prendre des mesures tout au fond du fond marin, donc je capte ici grâce à mon bateau 3,2 et au niveau de Pointe-à-Pitre j'ai une anomalie négative moins 0,9. Donc ce que j'arrive à visualiser, c'est que si je prends de la hauteur en plein milieu de l'océan Atlantique, j'ai une anomalie positive représentée en noir
qui correspond à la période actuelle, et puis de part et d'autre du milieu de l'Atlantique, je vois une anomalie négative, un moins de part et d'autre, qui est représenté en blanc, puis noir, puis blanc. Ça fait un code barre avec une symétrie. Cette symétrie correspond à l'axe de la dorsale. C'est ce qui nous permet de poser l'hypothèse dans les années 60 que la dorsale correspondrait au lieu de la formation des fonds marins et donc de la croûte océanique formée de basalte en superficie et du gabbro plus en profondeur. On vient donc de voir que le basalte qui compose le fond des océans, la partie superficielle de la croûte océanique, était constitué en plus des feldspaths plagioclases blancs, des pyroxènes noirs et partiellement de l'olivine verte. On sait de pâtes, donc c'est-à-dire de minéraux qui n'ont pas eu le temps de cristalliser et donc ce qui forme le ciel étoilé, et ben on a en plus des minéraux qui sont représentés ici en noir dont je ne vous ai pas encore parlé. Ça correspond à de la magnétite. La magnétite, c'est un minéral avec du fer et du magnésium qui va agir sur l'aiguille aimantée d'une boussole. Au niveau des fonds océaniques, nous avons une roche volcanique microlithique. Il s'agit du basalte. Le basalte est formé avec des minéraux clairs, le feldspath plagioclase, et des minéraux plus sombres qui correspondent à du pyroxène. On voit également des minéraux reliques qui sont verts. Ici, il s'agit de l'olivine. En plus d'avoir ces trois minéraux, il y en a un dernier qu'on n'a pas encore vu. Il s'agit de la magnétite. La magnétite a une particularité qu'on va voir tout de suite. Elle attire les aimants. On dit qu'elle a donc une particularité, c'est qu'elle est aimantée, cette magnétite. Lorsque la lave est émise au niveau des dorsales, elle fait presque 1300 degrés Celsius. Et cette lave va bien entendu refroidir et former les roches, dont le basalte, qui contient un minéral, la magnétite, qui va conserver l'aimantation de la Terre à cette époque. Cette température est conservée à partir du moment où la lave devient inférieure à 600 degrés Celsius. Un fil de fer est accroché à une potence, lui permettant d'osciller librement dans un plan vertical. Un aimant en nu est placé sous la tige de fer, de telle sorte qu'il puisse l'attirer, mais sans la toucher. À l'aide d'un bec benzène, chauffons au rouge la pointe de la tige. Au bout de quelques instants, celle-ci s'écarte de l'aimant et prend une position verticale. Si on laisse la tige refroidir, celle-ci est de nouveau attirée par l'aimant. Le fer est un matériau ferromagnétique. À température ambiante, si on l'approche d'un aimant permanent, il se comporte lui-même comme un aimant dont les pôles sont inversés. C'est pourquoi il est attiré par cet aimant. Cette propriété disparaît avec la température en raison de l'agitation thermique. Mais l'explication physique de ce changement d'état n'est pas simple. La température, à partir de laquelle le fer perd ses propriétés ferromagnétiques, s'appelle température de Curie. Pour le fer, elle vaut 770 degrés Celsius. Vine et Matthews, qui ont l'idée de rapprocher des faits et des idées qui semblent alors appartenir à des domaines différents. On a d'abord la découverte des inversions de polarité du champ magnétique terrestre au cours des temps géologiques, et cela sans qu'on ait d'explication encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on sait que parfois le pôle magnétique nord correspond au pôle géographique nord et parfois le pôle magnétique nord correspond au pôle géographique sud. Et cela sans qu'on sache pourquoi ces inversions existent et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de fréquence régulière.
On a les anomalies magnétiques de la croûte océanique, comme on vient de le voir à l'instant, c'est-à-dire qu'on a des bandes d'anomalies noires et blanches qui vont s'alterner avec une symétrie au niveau de la dorsale. Et enfin, on a l'hypothèse de Hess qui pense qu'une expansion des fonds océaniques. Donc, à partir de ces trois idées qui datent à peu près de la même époque, eh ben, les chercheurs Vine et Matthews suggèrent qu'en se refroidissant dans l'axe de la dorsale, le magma va acquérir une aimantation dont la polarité est la même que celle du champ magnétique terrestre à ce moment précis. Cette aimantation dite fossile vient se soustraire au champ magnétique actuel, donc c'est dans le cas des anomalies négatives, soit vient s'ajouter, c'est le cas des anomalies positives, d'où l'alternance finalement de ces bandes inverses et normales. Ces bandes apportent la preuve que le plancher océanique est en perpétuelle expansion. Donc ici, on a notre arrivée de péridotite à l'état solide vers entre 200 km jusqu'à 75 km. Cette péridotite va donc subir une température élevée, une pression faible, ce qui lui permet une fusion partielle, permettant ainsi la formation en profondeur de gabbro et de manière superficielle du basalte. Et à ce moment-là, ça va prendre l'aimantation de la Terre à cette époque. Donc ici, c'est-à-dire qu'apparemment, d'après ce qui est indiqué, on est sur une polarité inverse en bleu. Et on a comme ça un certain nombre d'éruptions volcaniques. Puis, l'aimantation de la Terre s'échange, c'est-à-dire que pôle nord magnétique et pôle sud magnétique s'inversent. Et dans ces cas-là, les prochaines éruptions volcaniques seront dans le sens dit normal. Puis de nouveau un changement et dans ces cas-là, hop, on a des basaltes qui vont au niveau de leur magnétite prendre une aimantation inverse que par rapport au calcul mathématique à ce moment-là. Et au fur et à mesure, vous voyez, on a l'expansion des fonds océaniques, soit avec une polarité dite normale en jaune ou une polarité dite inverse en bleu. Donc à l'heure actuelle, on est bien sur une polarité normale, donc on pourrait considérer que ce dernier schéma en bas correspond à l'heure actuelle. Si vous n'avez toujours pas compris, je vous propose un dernier schéma qui correspond aux inversions du champ magnétique terrestre au niveau d'un volcan qu'il y aurait sur une terre émergée et non immergée comme au niveau des dorsales. C'est le même fonctionnement, sauf que ici, au niveau de mon volcan, on va avoir un empilement des laves au fur et à mesure des éruptions volcaniques. La première coulée apparemment était dans le sens normal, c'est-à-dire comme quoi le pôle magnétique nord correspond au pôle géographique nord, puis on a une autre coulée il y a 3,4 millions d'années où on a une polarité inverse, une troisième éruption volcanique il y a 3 millions d'années avec toujours une polarité inverse, une quatrième éruption avec une polarité dite normale il y a 2,6 millions d'années, et ça au fur et à mesure on voit que la dernière éruption volcanique il y a 0,2 millions d'années était normale. S'il y en avait une encore à l'heure actuelle, elle serait également dite normale, donc représentée en noir. Tout à l'heure, j'avais mon bateau qui traversait l'ensemble de l'Atlantique, c'est-à-dire que lorsque la lave refroidit, elle va donc former une roche. Cette roche, par divergence, va s'écarter de part et d'autre de la dorsale. Or, ici, ce n'est pas le cas. L'empilement des roches se fait au fur et à mesure, ce qui va former un cône volcanique qui va pouvoir avoir cette forme à cause de l'érosion. Donc ici, vous voyez, j'aurai une polarité dite normale, inverse, inverse, normale, etc., etc. Et puis hop, à partir du moment où je suis de l'autre côté, par exemple, si je prends un drone, eh ben, j'aurai une symétrie par rapport à ce que je viens d'observer. Pour pouvoir compléter et en guise de ressources,
Je vous indique que la magnétite est également présente chez les animaux comme les pigeons et les saumons, et c'est ce qui va leur permettre de se repérer à de grandes distances, par exemple pour pouvoir se nourrir ou pour pouvoir se reproduire. Enfin, dans le bilan 3, nous voyons qu'il y a eu une divergence des plaques. Cette divergence, elle est permise grâce à la traction de la plaque qui rentre en subduction et donc qui va tirer les plaques de part et d'autre de la dorsale. Et c'est le fait qu'il y ait donc au niveau de la dorsale une décompression et une température élevée qui va permettre une émission de lave permettant de former du basalte ou alors en profondeur une cristallisation qui va former le gabbro, l'ensemble des deux formant la croûte océanique et en dessous le manteau supérieur lithosphérique, l'ensemble des deux permettant la formation d'une nouvelle lithosphère. L'étude des anomalies magnétiques, c'est l'une des méthodes, mais on en verra d'autres, qui permet de quantifier le mouvement des plaques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la direction de ces plaques, mais également le sens de déplacement de ces plaques. On peut même avoir la vitesse de déplacement des plaques. Donc, le champ magnétique n'est pas ce qui va permettre la mise en place de la dorsale. Attention, ça ne permet pas non plus la formation de la croûte océanique. Ces anomalies magnétiques qu'on repère grâce à la magnétite présente dans le basalte va apporter une preuve finalement de cette divergence des plaques et de la mise en place d'une nouvelle lithosphère à ce niveau.